Bon matin sur France 3 Bretagne, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission d'Ensemble c'est mieux. C'est un enseignement de la crise sanitaire. Vous êtes de plus en plus nombreux à avoir investi de nouveaux lieux tout près de chez vous. En Bretagne, des dizaines d'applications permettent de visiter la région de façon plus ou moins insolite ou ludique. Ce sera notre dossier du jour, mais comme chaque jour, partons retrouver Evan. Evan qui a fait escale toute cette semaine à Belle-Île. Il a l'air de faire un peu frisqué par chez toi. Oui, mais on a quand même trop de chance d'être ici à Belle-Île-en-Mer, Anne Fanté. Bonjour à toi et bonjour à vous à la maison. Comme tu le disais, toute la semaine, Belle-Île s'invite chez vous. Et ce matin, notre programme, c'est de découvrir la faune et la flore ici sur le site de Port-Coton. Et la visite commence tout de suite avec Céline. Salut Céline. Bonjour. Alors tu travailles pour la Maison de la Nature à Belle-Île-en-Mer. C'est quoi votre rôle, vous, ici ? Alors, l'association a été créée il y a 30 ans et notre rôle, depuis sa création, a beaucoup évolué. Au départ, les fondateurs souhaitaient avoir de la connaissance naturaliste et puis petit à petit, on s'est orienté vers la transmission de ces connaissances naturalistes. Et puis, évidemment, quand on parle de nature, on parle également d'environnement. Et donc, les enjeux environnementaux sont nombreux. L'eau, les déchets, l'environnement, les espaces naturels. Et donc, on parle également des bonnes pratiques pour préserver son environnement. Et auprès de tout type de public. Exactement. Nous, on est là à l'année, Centre permanent d'initiative pour l'environnement. CPIE. CPIE. Ouais. Et donc à l'année, donc évidemment, on côtoie du public touristique essentiellement en juillet-août. Mais tout au long de l'année, on est plutôt sur l'accompagnement d'acteurs locaux comme les agriculteurs, les professionnels du tourisme, les scolaires, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, bref, tous les publics, les élus, les techniciens de collectivité. Et France 3 ce matin. Et France 3 ce matin. Alors, on va justement parler de la flore. Sur ce site, il y a différents types de végétation que tu vas nous présenter. Ouais. Alors en fait, à Belle-Île, on a une végétation très diversifiée, avec près d'une quarantaine d'espèces qui sont menacées, rares et à protéger, mais elles sont réparties sur différents habitats. Donc le premier habitat, celui qui nous entoure aujourd'hui, c'est vraiment celui le plus exposé aux phénomènes naturels, les falaises écorchées, qui ensuite laissent place à ce qu'on appelle plutôt les pelouses aérohalines. Donc là aussi, qui sont très exposées. D'ailleurs, toute la végétation est prostrée, elle est souvent elle est au ras du sol. Ça, c'est assez rigolo, assez étrange comme végétation quand même. Ouais, alors celle-ci, c'est le plantain à feuilles carénées, qui est une plante hyper protégée, presque endémique de Belle-Île. On la retrouve nulle part ailleurs. Et sur ces pelouses, alors on évite évidemment de marcher dessus, de les piétiner. Autour des plantains à feuilles carénées, on a également l'armérie maritime, qui forme les petits pompons roses qui couvrent nos pelouses de avril à juin quasiment. Et puis après, on a des plantains, on a une grosse diversité florale. Mais tout ça, c'est ce qui constitue les pelouses aérohalines. Aérohalines, c'est-à-dire qui supportent le vent et le sel. Plus on va s'avancer dans les terres, en direction des terres, alors juste, je fais un aparté, là, il y a 2 craves à bec rouge qui viennent de se poser sur les pelouses. Peut-être que Fabrice peut les avoir derrière avec la caméra, on les voit quand même assez bien. Bon, alors on continue. Alors le crabe, il aime bien se nourrir sur ses pelouses, c'est pour ça que c'était intéressant de faire la parenthèse. Et que plus on s'avance donc au milieu des terres, plus on va avoir une exposition au vent moins élevée. Et du coup, la végétation va en profiter pour gagner un peu en hauteur. Et le premier milieu, enfin ensuite falaise, pelouse et le troisième milieu, du coup, ça va plutôt être les landes. Et nous, à Belle-Île, on a une grande superficie de landes sèches à bruyère vagabonde. Il y a 3 sites dans le monde où il y a de la bruyère vagabonde, enfin en tout cas en Europe. Il y a l'île de Groix, l'île Dieu et Belle-Île qui a la plus grande superficie. On a près de 260 hectares de landes à bruyère vagabonde. Alors, si on veut venir découvrir la flore de Belle-Île, on peut venir vous voir pour faire des visites guidées de plusieurs heures. Ouais. Tout à fait. Alors, il y a évidemment plein de guides à l'Office du tourisme, il y a également la communauté de communes qui propose des activités. Et nous, on a un programme d'activités tout au long de l'année, essentiellement concentré sur les vacances scolaires pour les personnes, les visiteurs. Et après, tout au long de l'année, on a d'autres activités comme Club Nature pour les enfants, plein de etc. choses à apprendre. Je vous le rappelle, vous qui êtes en Bretagne, profitez de l'île, mais plutôt hors saison, c'est quand même vachement mieux. C'est sûr. On va en parler, on va continuer à en parler en découvrant cette fois-ci les oiseaux qui nous attendent un peu plus loin, près des aiguilles de Port-Coton. À tout à l'heure, Anne Fanté. À tout à l'heure, Evan. Ce matin, nous, on s'arrête sur ces applications qui permettent de découvrir autrement notre région. Et il y en a pour tous les goûts. Regardez.
On se fait un week-end dans la région? Ok, je télécharge une appli. Pour découvrir une région, le guide se trouve dans votre téléphone. Aujourd'hui, une foule d'applications gratuites sont développées par les offices de tourisme, les régions, les villes, des éditeurs ou tout simplement par des passionnés de leur territoire. Ces applis regorgent d'infos pratiques et de suggestions de balades. Plutôt nature, plutôt culture, les applis généralistes s'adaptent à vos centres d'intérêt et vous proposent des circuits agrémentés de commentaires intéressants et aussi de surprises. Grâce au GPS, le smartphone peut se mettre à vibrer devant un sentier à emprunter pour ne pas rater un paysage sublime, ou bien à l'approche d'un musée partenaire qui vous propose un billet à tarif réduit. Beaucoup d'applications proposent aussi des parcours ludiques, façon jeu de piste. Intéressant si vous avez gardé une âme d'enfant ou si vous êtes en famille avec les vôtres. Des applis proposent encore des découvertes d'un territoire sur le mode sportif. Running, 2 roues ou rando, à vous de choisir. Avec les applis, prenez la main sur le e-tourisme. Et on continue à en parler avec Jérémy Simon. Bonjour, vous êtes président de Baludic, créateur de jeux de pistes numériques. Solène Micheneau, vous êtes présidente de l'Agence de développement touristique d'Ille-et-Vilaine. On parlera de votre application Géocaching. Bonjour. Oriane Guérin, vous êtes directrice de l'Office de tourisme de Châteaugiron. Dans votre ville, on propose des rendez-vous en terre connue et non inconnue, comme la célèbre émission. Et enfin, avec vous, Virginie Thémon, on parlera habitat écologique dans notre rubrique Solidarité. Bonjour à toutes et à tous. Alors, avec le Covid, les Bretons sont friands d'activités à faire près de chez soi. Chez Baludic, vous proposez plus de 1300 balades, dont certaines en Bretagne. Alors, le maître mot, c'est à la fois interactif et ludique. Bonjour. À chaque fois. Oui, c'est ça. Baludic, c'est la contraction de balade et de ludique. D'accord. Donc l'idée, c'est de proposer des jeux de pistes interactifs, ludiques, de rendre les gens acteurs de leur découverte et d'utiliser le jeu comme outil de médiation. Et quels sont les différents usages de votre application ? Alors, il y en a de nombreux. À l'origine, on est bien sur la découverte du territoire, patrimonial au sens large, à la fois historique, naturel, mais également humain, pour mettre en avant certains producteurs. Et puis, on a commencé à travailler de plus en plus aussi sur des séminaires d'entreprise, sur ce genre de choses. Mais effectivement, on travaille principalement pour des offices de tourisme, des collectivités qui proposent la découverte de leur territoire par le jeu. On y reviendra tout à l'heure. Alors, on va parler maintenant de votre application Géocaching, Solène Micheneau. Alors, ici, le concept se concentre autour de caches disséminées en Ille-et-Vilaine. Tout à fait, Trésor de Haute-Bretagne. Donc, c'est une application qu'on télécharge sur son téléphone. Et l'idée, c'est de découvrir des territoires à côté de chez soi pour aussi aller un peu dans les sentiers moins connus, pour pouvoir découvrir les autres personnages d'un territoire. On a souvent la connaissance des châteaux, par exemple. Mais ensuite, il y a plein de choses à découvrir sur nos territoires, que ce soit aussi au niveau culturel, au niveau patrimonial, mais aussi des rencontres. Alors, c'est tout un univers qui a été pensé aussi. Tout à fait. Alors, comment il se construit cet univers ? Sur quoi vous vous êtes appuyé finalement pour attirer On s'est appuyé sur la Bretagne et avec les légendes, notamment avec les Corrigans. Ouais. Et l'idée était aussi de partir sur le ludique pour aussi donner envie aux enfants, aux familles, aux jeunes ados de venir parcourir nos territoires et redécouvrir là où on habite. C'est aussi une sortie simple à mettre en œuvre pour des touristes, des gens qui viennent aussi en vacances en Ille-et-Vilaine. Et nous avons 130 parcours aujourd'hui, donc on est sur tout le territoire d'Ille-et-Vilaine et on travaille avec des acteurs locaux comme le Pays de Châteaugiron notamment qui est ici aujourd'hui pour effectivement être au plus près en fin de compte des nouveautés des territoires. Il existe combien de caches finalement en Ille-et-Vilaine ? 130 parcours et puis tous les ans nous avons une quête, donc je vous invite à télécharger l'application pour aller découvrir l'Ille-et-Vilaine avec d'autres facettes. Et l'idée aussi, c'est qu'on regarde différemment. Donc, je pense par exemple à Fougères, où on a travaillé sur les écrivains de Fougères. Et puis sur Saint-Malo, c'est Messieurs de Saint-Malo, un roman qui date un petit peu, mais qui permet effectivement de revivre cette période de corsaire, cette période des grandes années, j'allais dire, de l'histoire de Saint-Malo. Et qu'est-ce que vous avez valorisé avec les caches, par exemple, de Châteaugiron ? On a valorisé ce qui se trouvait autour du château de Châteaugiron, les petites ruelles où les gens ne passent pas forcément. Mais ça nous permet aussi en fait, d'aller dans des lieux moins connus, comme le disait Solène Micheneau. On a une cache qui se trouve dans le parc du Château des Pères, à Pirée. Et donc ça permet en fait, aux gens de se rendre là-bas et de découvrir tout un univers aussi autour de la cache. Et même pour les habitants de Châteaugiron, c'est une nouvelle façon de découvrir leur territoire. Oui, tout à fait. La fréquentation d'ailleurs des caches, c'est souvent des gens très locaux, oui. Comment on appelle les habitants de Châteaugiron déjà ? Les Castelgironais. Castelgironais, je ne voulais pas dire de bêtises. Alors, à Châteaugiron, on propose aussi des rendez-vous en terre connue. Alors là, ce n'est pas le même
concept finalement. On n'est pas sur une application, c'était plutôt de la communication sur les réseaux sociaux. Les rendez-vous interconnus, l'objectif, c'est plutôt de montrer les expériences qu'on peut vivre chez nous, que ce soit aux touristes, mais aussi aux habitants du pays de Châteaugiron. Il se construit comment ce programme? Déjà, c'est sur plusieurs jours? C'est sur plusieurs jours. Ouais. En fait, c'est une aventure sur 3 jours où on a un binôme qui part à la découverte des représentants, des partenaires du pays de Châteaugiron, les restaurateurs, les structures de loisirs ou les apiculteurs, par exemple. C'est un concept que vous avez imaginé tout récemment, en fait. Et c'est un petit peu en lien avec la crise qu'on traverse. Oui, tout à fait. Alors, on a eu la 2e saison là, cette année, mais la première année a eu lieu en 2020. Donc, ça s'est construit pendant la période de confinement, la première, où on avait envie un peu de mettre en valeur les structures qui avaient dû fermer, de montrer que même si elles avaient été fermées pendant un moment, elles étaient toujours présentes. Et puis aussi, c'était pour les collègues de l'Office de tourisme un moyen vraiment de s'approprier le territoire, de s'approprier toutes les expériences à vivre pour pouvoir mieux en parler après à nos visiteurs. Alors le programme, il était quand même très très dense. On peut en parler maintenant qu'il est passé. Visite du château de Châteaugiron, rencontre torréfacteur, les coulisses du cinéma à découvrir, le centre d'art contemporain aussi, mécanisme de la tour de l'horloge. Finalement, ce sont des choses qu'on n'arrive pas à trouver dans des guides? C'est des choses qu'il est difficile, oui, de trouver. Je pense que si on ne passe pas par l'office de tourisme ou si on n'a pas échangé avec des habitants qui nous racontent qu'on peut découvrir ça, on ne le voit pas forcément. Non. Donc là, à travers les images, voilà, ça va, on espère marquer les gens et qu'ils se rendent compte qu'il y a ces expériences à vivre. Et ce n'est pas forcément à destination des castels gironnais? Pas du tout, c'est à destination de tous ceux qui ont envie de venir se promener. Quel était le profil des participants de cette année finalement? Ils venaient d'où? Ils venaient d'un peu partout. On a eu des gens de Centre-Bretagne qui se sont déplacés pour participer au casting, des Rennais, des habitants du pays de Châteaugiron. C'était assez varié. Alors vous le disiez tout à l'heure, Jérémy Simon, vous travaillez aussi avec des offices de tourisme qui font appel à vous. Vous travaillez les circuits, les concepts en co-construction. Expliquez-nous comment vous faites en fait finalement. On fait appel à vous, il faut construire, imaginer, ça part de qui, de quoi? Alors, il y a tout un tas de cas de figure, puisque à l'origine, moi, je suis géographe et j'ai longtemps travaillé dans l'animation culturelle, j'étais guide naturaliste. Donc, l'idée, c'est de permettre aussi à des structures locales d'être autonomes dans la création de parcours. Donc, nous, on aime bien travailler en co-construction sur un premier parcours, de faire des projets totalement sur mesure. Mais on a aussi, et c'est le cas de la ludothèque de Loudéac, par exemple, qui a créé ses propres parcours directement depuis notre espace de création et qui semble très bien fonctionner. Et autre exemple aussi, le pays de Redon. Vous me parliez de l'ouverture d'une maison des mégalithes. Alors c'est avec les sites mégalithiques, c'est avec la Compagnie des Ports du Morbihan qui valorise les cairns de Gavrinis et Petit-Mont, donc qui propose un outil de visite ludique interactif pour son public, en complément ou en plus des visites guidées qu'il propose, puisque l'idée c'est bien d'être en complément avec les visites guidées, de pourquoi pas toucher des non-publics, des gens qui ne s'intéressent pas naturellement à ces thématiques et d'utiliser le jeu, l'interactivité pour les amener. Et ça met du temps de construire un circuit? C'est quoi les étapes finalement entre l'idée et ensuite la réalisation? Ça prend combien de temps? Entre 2 heures et 6 mois. Ah oui, donc la fourchette est large. 2 heures pour des équipes très créatives, très motivées. Après, nous, on est sur un délai de réalisation en co-construction de 8 à 10 semaines à peu près. Et l'idée, c'est toujours de se dire comment on arrive à capter finalement les enfants, mais aussi les parents sur de tels circuits. Oui, c'est ça, c'est les amener à découvrir ces thématiques et surtout que l'écran reste un outil et pas une fin en soi, mais plutôt d'amener des clés pour mieux comprendre le paysage, l'environnement qui nous entoure et d'avoir quelques petites anecdotes dans un petit scénario sympa. Céline Michenou, vous me voyez venir. Comment on choisit une cache finalement? On choisit une cache effectivement pour emmener des personnes suite à une histoire. Donc je suis complètement d'accord avec ce que vous dites. C'est des anecdotes, c'est ça qu'on recherche aussi, je pense, dans ces richesses, puisque les guides, les gens connaissent aujourd'hui. Donc là, c'est vraiment les coulisses, les coulisses d'un territoire. Donc ça va être des anecdotes, ça va être des personnages. C'est des lieux aussi qui sont très intéressantes. Et je reviens sur ce que vous disiez également. C'est aussi pour faire participer les acteurs du territoire. Donc effectivement, de mettre des caches au centre-ville, ça permet aussi, pourquoi pas s'arrêter en terrasse maintenant qu'on peut. C'est aussi une manière de vraiment valoriser l'ensemble du territoire et l'ensemble des acteurs qui font l'offre touristique aussi de nos territoires en Ille-et-Vilaine. Alors, plus de 130 000 utilisateurs en France utilisent Baludique, c'est ce que vous me disiez. Qui sont finalement vos utilisateurs? Ce sont principalement des familles?
des jeunes? Alors on a un petit peu de tout, mais c'est vrai que la majorité des structures qui viennent nous chercher pour travailler avec nous, on va dire le cœur de cible, c'est l'offre familiale, donc soit la famille nucléaire, soit des grands-parents qui vont utiliser l'outil avec leurs petits-enfants quand ils les accueillent chez eux pendant les vacances. Et puis après, d'autres cibles plus spécifiques, puisqu'on est pas mal sollicité aussi pour des séminaires d'entreprise, comme je le disais tout à l'heure. Donc on peut avoir des projets un petit peu plus jeunes adultes ou autre. Donc la cible est assez large et va pouvoir varier selon les parcours, puisqu'on a une grosse diversité en fait, d'offres au sein de cette application. Et est-ce que le Covid a accéléré, vous pensez, cette envie de redécouvrir autrement finalement notre environnement commun? Disons que par la force des choses, on a été un petit peu contraints de rayonner autour de chez nous. Donc effectivement, nous, on a été pas mal sollicités dans cette période-là pour permettre une redécouverte de son propre territoire. Beaucoup de structures aussi qui souhaitaient accompagner une certaine relance économique, mettre en avant certains producteurs, certains artisans du territoire, intégrés dans le patrimoine global du territoire. Et l'idée aussi, à travers ce rendez-vous interconnu, c'est de toucher finalement une autre cible ou pas? C'est vrai qu'on a jusque-là plutôt communiqué. Enfin, le réflexe, je pense, Office de tourisme, c'est plutôt les familles ou les seniors qui l'ont. Et nous, on voulait vraiment, en communiquant sur les réseaux sociaux, montrer aussi aux plus jeunes qu'il y en avait aussi pour eux qui pouvaient venir et s'amuser sur le territoire. Voilà. Et qu'est-ce qui plaît dans le géocaching? C'est l'idée de renouveler un petit peu ces balades du dimanche, essayer de trouver d'autres alternatives, surtout avec les tout petits qu'il faut occuper? Déjà, les faire randonner, j'allais dire, les faire se promener. Il y a aussi j'allais dire, du bon temps passé aussi, puisqu'on n'est pas sur une compétition, on est bien sur une quête avec un groupe de personnes, on est sur un jeu coopératif. Et puis, c'est effectivement d'avoir accès à une offre gratuite, puisqu'effectivement, le département met en œuvre l'ensemble de ces caches. Donc, ça permet facilement de faire une sortie pendant ses vacances, pendant un week-end prolongé, ou quand on a un temps avec la famille ou des amis. Et ça permet effectivement de montrer d'autres lieux et d'une manière assez simple. Est-ce que vous pensez que toutes ces applications, ces rendez-vous, est-ce qu'ils peuvent se substituer finalement aux traditionnels guides de tourisme? Pour moi, c'est complémentaire, j'allais dire, puisque certaines personnes ont aussi besoin de connaître un petit peu où ils vont. Ils ont besoin d'être rassurés. Des touristes sont dans cette démarche. Et là, c'est un peu le piment, j'allais dire. Une fois qu'on a un peu compris les stars de nos territoires, ça nous permet d'aller un peu ailleurs. Et on est accompagné et puis on s'amuse. Vous voulez réagir sur ce que vient de dire Céline Micheneau? Est-ce qu'il y a une concurrence avec les guides de tourisme? Non, je serais plus à être en accord. C'est vraiment une complémentarité. Ça ne va pas forcément être le nom public, sur le même public. Sur le côté interactif, c'est aussi une autre manière de découvrir et peut-être on ne va pas tout dire sur le numérique, donc ça peut donner aussi envie à des gens d'aller pousser la porte d'un musée, d'aller solliciter une visite guidée. Donc il y a aussi une évolution. Je pense qu'il y a 5-6 ans, il y avait un peu de concurrence et les guides pouvaient être réticents. Là, clairement, depuis un an, la complémentarité est... En tout cas, il faut diversifier, vous êtes d'accord, Ariane Guérin, sur les modes de communication pour attirer les touristes, même des gens qui habitent le territoire. Oui, c'est ça, on n'a pas tous les mêmes façons de se renseigner, d'appréhender les choses. Donc, en effet, plus on a de manières de s'informer, et plus c'est facile. C'est vrai que c'est pas évident, en fait, de savoir simplement ce qu'il y a à faire tout autour de chez nous. Et qu'est-ce qui est difficile pour attirer les jeunes finalement? C'est parce qu'en fait on n'arrive pas à les capter, ou est-ce qu'on ne propose pas assez des choses fun, un peu rigolotes? C'est peut-être, en tout cas pour nous, jusque-là, on s'était moins posé la question de comment on allait communiquer avec eux. En fait, on était plus resté dans notre schéma traditionnel. Là, on a décidé de faire preuve d'un peu plus de créativité, d'originalité. Je pense que c'était la démarche pour plus attirer une clientèle un peu plus jeune. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à notre dossier du jour. On continue notre immersion à Belle-Île. Evan nous fait découvrir la richesse de la faune et la flore sur l'île ce matin. C'est à toi, Evan. Oh là là, Anne Fanté, je suis en train de voir 2 oiseaux en train de nicher.
Mais Céline, c'est quoi comme oiseau qu'on voit là-bas? Alors ceux-là, ce sont les fulmars boréales et on est très content d'avoir des fulmars boréales sur Belle-Île parce qu'on sait que c'est leur zone la plus au sud de répartition. Sinon, le reste de la colonie, des colonies sont plutôt réparties en Bretagne Nord, en Angleterre ou en Irlande. Et quand on les voit arriver entre novembre et décembre et qu'ils viennent nicher ici, eh bien, on est super content de les accueillir. Est-ce que ça veut dire qu'ils descendent jamais plus au sud que Belle-Île? Non, Ah non. ouais, c'est la classe. C'est la classe. Alors Port-Coton, c'est un lieu, on en voit, il y a des oiseaux partout, c'est un lieu qui est quand même apprécié des oiseaux. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils y trouvent? Alors, l'oiseau qui est le plus représentatif de l'utilisation de ce milieu, c'est le crabe à bec rouge que l'on a aperçu tout à l'heure sur la pelouse, parce qu'il trouve sa nourriture sur les pelouses, les insectes, mais il trouve également beaucoup d'infractuosité dans les falaises, dans les roches, et c'est ce qui constitue son dortoir, son nichoir. Donc il a le gîte et le couvert en quelque sorte. Donc le crabe à bec rouge se plaît bien ici, tout autour de Belle-Île d'ailleurs. Et puis par ailleurs, la lande dont on a parlé aussi tout à l'heure, favorise l'implantation des colonies de goélands. Oui. Alors avec une cohabitation un peu délicate avec les goélands qui peuvent détériorer la lande à bruyère vagabonde qui est aussi un habitat d'intérêt communautaire, donc très protégé. Et du coup, pour le gestionnaire qui est la communauté de communes, c'est toujours très compliqué d'à la fois de protéger les goélands et en même temps de protéger son habitat. Parce que les goélands, c'est une espèce d'oiseau qui est protégée? Oui, tout à fait. Les goélands argentés, le goéland brun, les goélands marins, ça c'est les 3 espèces principales. Exceptionnellement, on voit le goéland leucophée, donc ce qui nous donne 4 espèces de goélands sur l'île. Et on a des colonies qui se portent relativement bien, à part le goéland argenté qui a une tendance au niveau national à diminuer et à Belle-Île aussi. Sinon, le goéland brun, on est à près de 7000 couples de goélands bruns répartis sur toute l'île, ce qui est quand même pas mal par rapport aux populations du Morbihan et du territoire national. Comment est-ce que vous savez qu'il y a 7000 couples? Est-ce que vous vous amusez à tous les compter? On les compte. Ah ouais, sympa. Ouais. Alors, pour enrichir la base de données de la communauté de communes qui est l'opérateur Natura 2000, donc le gestionnaire, il y a Bretagne Vivante qui effectue un comptage décennal. Et sinon aussi nous, au CPIE, on est aussi sur le terrain toute l'année. Et donc on a un suivi, on va dire, visuel des populations. Là par exemple, cette année, je me rends compte là, que la colonie de goélands qui vient ici chaque année, c'est légèrement décalé par rapport à son lieu habituel. Peut-être lié au fait que Port-Coton est un site très fréquenté et que du coup, pour être un peu plus à l'écart des activités humaines, ils ont pris 100 à 200 mètres de distance. Et ils ont bien raison. On va marcher un petit peu comme ça, on se balade en même temps. Le matin, ça fait du bien. Justement, tu parlais de la fréquentation d'un site comme Port-Coton. Comment vous faites pour concilier la préservation de cette biodiversité avec l'afflux massif de touristes? Il y a plus de 400 000 visiteurs à Belle-Île chaque année. Alors, au CPIE, on a plusieurs formes d'intervention. On a plusieurs façons d'interpeller les gens ou d'informer les gens. On a plusieurs approches pédagogiques. Donc, la plus simple, elle se déroule ici en été. On anime des stands. Et on sait que sur un stand, on va toucher des personnes sur un créneau, on va dire de 10 à 15 minutes. Donc là, on est sur une approche plus informative. On donne de l'information. Et quand on dispose d'un peu plus de temps, donc comme par exemple quand on fait une activité nature, une sortie nature à Port-Coton, là on sait qu'on a un groupe avec nous constitué pendant 2h, 2h30. Un peu plus captif. Là on va un peu plus loin que l'information, on va aller les toucher, on va aller les sensibiliser en leur donnant des anecdotes sur les espèces, que ce soit la faune ou la flore. Et ça permet de toucher un peu leur corde sensible et de les inciter du coup à avoir des pratiques quand ils se baladent après en autonomie un peu plus respectueuses de l'environnement. Et rapidement, vous travaillez aussi dans un accompagnement avec les agriculteurs de l'île pour faire revenir justement l'agriculture, mais vertueuse. Oui, parce que le cœur de nos activités, le cœur de notre activité au sein du CPIE, c'est l'éducation à l'environnement, mais aussi l'accompagnement d'acteurs locaux dans des démarches environnementales. Et les agriculteurs en font partie. Et du coup, là, on est sur un accompagnement plus sur leurs pratiques agricoles, toujours en adéquation avec la préservation des habitats, des milieux naturels. Mais on s'intéresse également à leur modèle économique et à la constitution, au renforcement de leur filière pour qu'ils puissent maintenir leur activité. Pour la viande, le lait et bientôt les céréales. On va filer maintenant puisqu'on va vous montrer où se trouvent les réserves d'eau potable de Belle-Île et toute la gestion qui va avec. Pour ça, on a quelques minutes de voiture. Donc Anne Fanté, on te laisse et on te retrouve tout à l'heure. Ça marche, Evan. À tout à l'heure. On passe maintenant à notre volet emploi ce matin. On s'arrête dans le secteur du BTP qui manque cruellement de personnel. Voici le portrait de Samuel, chef de chantier et 20 ans de métier. Ouais, mais je crois qu'il n'y en reste plus là. Vous avez passé tout le rouleau. Il faut monter un rouleau en bas.
Je m'appelle Samuel Laval, je suis compagnon couvreur et chef de chantier couvreur. J'ai 41 ans. C'est l'idée de s'occuper de l'ensemble du chantier en couverture, de gérer les commandes, de gérer les appros, de gérer la gestion des hommes et faire en sorte que le chantier trouve un rythme. C'est tout un jonglage entre les entreprises, entre les moments d'intervention pour que chacun trouve sa place et que personne n'attende l'autre. Alors là, on soude des pattes en cuivre, c'est du cuivre étamé et qui permettent en fait de maintenir les pièces de zinc qu'on va pouvoir mettre. La direction nous fait confiance pour pouvoir mener à bien ce chantier-là, avec les équipes qu'on veut, la manière dont on souhaite mettre ça en œuvre. On a une grande liberté là-dessus. Et effectivement, après, à contrario, on a aussi des responsabilités. On est responsable des erreurs qu'on peut commettre ou que l'équipe peut commettre. Je pense qu'il faut être assez bon en management. Les relations sont différentes avec 50 personnes qui ont leur vie, leurs mœurs, leurs humeurs, leurs coups de mou. Et ça, c'est de la gestion humaine et c'est ça qui est le plus dur en fait. Et qui est aussi le plus intéressant. 10, 10, tac, là tu coupes tout le long, ok. Et là, tu replies ici, là, okay, puis là, et puis là, c'est tout. Okay. J'ai un CAP et un BP de couverture. Et après, je suis parti sur le Tour de France chez les compagnons du Tour de France. Et au bout de 7 ans, je suis devenu compagnon. Dans un premier temps, j'étais embauché comme chef d'équipe en CDI. Et au fur et à mesure, j'ai gravi les échelons avec des formations en interne dans l'entreprise qui m'ont permis de devenir chef de chantier. Du coup, je vais envoyer toutes ces cotes-là, les mesures, les longueurs et ainsi de suite à l'atelier. Et ils vont pouvoir me les préfabriquer déjà en amont, en fait, pour pouvoir dégrossir un petit peu tout le chantier. Moi, j'aime bien aussi avoir les mains dans la matière, transmettre aussi à mes apprentis, parce que le métier ne m'appartient pas, donc on est là pour le donner, on me l'a transmis, donc il faut que je le redonne. Ces métiers manuels manquent de personnel et on a des métiers extraordinaires qui sont très bien payés. Et il faut vraiment qu'on change cette vision du métier manuel égal échec. Un chantier, on ne le fait pas tout seul. Moi, si j'y arrive, c'est grâce à mon équipe. Moi, tout seul, je ne suis pas grand-chose. Et pour plus d'informations sur les débouchés et formations dans le secteur, rendez-vous sur le site pôle emploi.fr. Attaquons un autre chantier solidaire cette fois. Coup de projecteur ce matin sur les chantiers écologiques. C'est notre idée du jour. Regardez. Je ferais bien quelque chose de mes mains pour l'environnement. Fais un chantier écolo. Débroussailler, restaurer les berges d'une rivière, construire des nichoirs pour oiseaux. Vous avez envie d'œuvrer pour la protection de l'environnement et de la biodiversité? Alors pourquoi ne pas participer à un chantier écologique en tant qu'éco-volontaire? Partout en France et à l'étranger, de nombreux chantiers de toutes sortes vous attendent. Et toujours autour de valeurs de partage, de solidarité et d'apprentissage dans un esprit d'éducation populaire. Pour adultes et jeunes dès 14 ans, en échange de votre travail, vous êtes le plus souvent nourris et logés. Anastasia a adoré. Qu'est-ce qui m'a poussée à m'engager à faire les chantiers avec Cassiora? Ça a été tout d'abord le fait de m'investir dans quelque chose, de me sentir utile et de partager ces moments avec plein de gens que je connaissais pas sur des thématiques différentes. Donc nos missions, ça a été par exemple de rebâtir une vieille grange, de fabriquer des nichoirs à oiseaux pour lutter contre les chenilles processionnaires. Et ça m'a énormément plu parce que j'ai adoré m'enrichir des relations avec les gens, d'en apprendre des autres, d'apprendre aussi aux autres et de communiquer, de partager, enfin simplement de vivre avec l'autre et de me sentir utile. Vous aussi, jeune ou moins jeune, mettez la main à la pâte pour l'environnement. Participez à un chantier écologique. Si l'expérience vous intéresse, sachez qu'il existe plusieurs associations en Bretagne, dont la vôtre, Virginie Thébault. Vous êtes administratrice de l'association Empreinte, qui existe depuis 2004. Alors d'abord, petite question, c'est quoi pour vous un habitat écologique? Si vous aviez une définition à nous donner. Un habitat écologique, c'est un habitat qui va avoir un impact écologique le plus faible possible pour moi. C'est vraiment une conception dès le départ, en prenant en compte le bioclimatisme, en ayant une gestion de l'isolation et une gestion de l'eau et des ressources d'une manière générale. Voilà. C'est vrai qu'on pense souvent qu'aux matériaux, mais finalement, vous attirez notre attention sur le fait qu'il faut aussi s'intéresser à la fabrication. Oui,
Je pense que c'est important d'avoir une fabrication qui prend en compte aussi l'impact carbone et notamment la consommation de pétrole pour le transport, pour la fabrication des matériaux. Alors que finalement, si on regarde bien, il suffit de se baisser pour trouver ne serait-ce que de la terre, de la paille et on peut faire des maisons. Et puis il y a aussi l'huile de coude, qui est très importante. Vous avez un petit exemple que vous nous avez apporté, fabrication de briques. Oui, la fabrication de briques en terre crue fonctionne très très bien, avec un petit peu d'huile de coude et finalement on arrive à monter des murs. Alors vous proposez aussi des chantiers de formation. Racontez-nous comment ça se passe finalement. Oui, il suffit de s'inscrire. Les bénévoles peuvent venir sur le chantier. C'est ouvert également aux mineurs. On peut venir, je dirais, de 3 à 99 ans sur un chantier. C'est ouvert à tous, à la fois celui qui a envie de découvrir pour une première fois, comme celui qui a envie de devenir professionnel et qui peut venir dans le cadre d'un stage. Et finalement, le public, il est plutôt professionnel ou finalement, vous arrivez, la proportion de gens qui sont néophytes est de plus en plus importante? Je dirais plutôt les 3/4 sont néophytes. Ah oui, d'accord. Oui, et qu'est-ce qui donne envie aux gens de venir C'est d'abord la curiosité, la découverte, l'envie du partage et l'envie de donner un coup de main. Et vous avez des chantiers en cours en ce moment? Oui, alors il y en a un peu partout. Vous pourrez en trouver sur le site internet de l'association Empreinte et sur d'autres sites évidemment. Donc c'est soit la construction d'une maison qui n'existait pas, soit c'est de la rénovation en général. Voilà, il y a beaucoup de constructions en cette saison, mais aussi des rénovations ou des extensions. Alors par ailleurs, vous mettez aussi à la disposition des ressources pour ceux qui souhaitent s'informer. Pourquoi c'est important finalement ? Trouver de l'information aujourd'hui, c'est facile. Il suffit d'aller sur un moteur de recherche et vous avez une masse d'informations à votre portée. Toutefois, la difficulté, c'est plutôt de trier. Donc, effectivement, les administrateurs font ce tri pour vous et vous mettent à disposition au centre de ressources de la Maison de la Consommation et de l'Environnement à Rennes des ressources triées à la fois à destination des professionnels et des particuliers avec des ouvrages de différents niveaux de lecture. Oriane Guérin, à Châteaugiron, vous faites ce type de chantier solidaire qu'on peut voir un peu partout en France? Alors la municipalité de Châteaugiron propose des ateliers. Ils ont fait l'année dernière, je crois, ou il y a 2 ans plutôt, un atelier pour refaire une sorte de théâtre de verdure proche du lavoir de Châteaugiron. C'est plutôt de la participation citoyenne, mais c'est ouvert aussi aux autres acteurs un peu plus éloignés. Alors chez Empreinte, ça va faire 20 ans que vous traitez de l'habitat écologique. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on est tout un chacun davantage sensibilisé par rapport à il y a 20 ans? Oui, on voit clairement une très forte hausse des demandes de renseignements, une très forte hausse des constructions écologiques aussi d'une manière générale. Oui. Est-ce qu'il y a-t-il des écueils quand même? Parce que finalement, moi j'ai l'impression qu'on croule, c'est un peu à la mode de parler d'habitat écologique et finalement, on entend tout et parfois un peu n'importe quoi. Comment on fait pour être vigilant, essayer d'aller un peu plus loin que de se dire oui, je suis pour l'habitat écologique ou pour l'écologie en général? Il faut se faire accompagner. C'est vraiment vital d'être accompagné par un maître d'œuvre plutôt spécialisé dans l'éco-construction qui va pouvoir apporter les bonnes réponses adaptées au projet de chacun. Et justement, comment on fiabilise les informations, puisqu'on croule sur les informations? Comment on peut essayer de faire du tri, essayer de se faire conseiller? C'est des choses que vous faites, vous, dans votre association? Oui, bien sûr. On accompagne, on a des professionnels qui peuvent accompagner les personnes en tant qu'assistants maître d'ouvrage. Voilà. Et pour les informations dites générales, il y a aussi des points info conseils, je ne sais pas? Oui, bien sûr, les points info énergie sont là pour renseigner sur les économies d'énergie, essentiellement. Et puis, bien sûr, Empreinte, en tant qu'association de territoire, est là pour répondre aux Brétiliens d'une manière générale. Est-ce que chez Baludic, vous vous emparez de cette question de l'écologie, Jérémy Simon? Eh bien... Par rapport à la conservation du patrimoine, je pense.
Il y a tout un tas de projets effectivement qui sont en lien avec on va dire un impact social, environnemental positif. Après, il y a aussi la partie numérique qui n'est pas du tout écologique quand on parle de, C'était pas une question piège, de consommation des... Ah non, mais je suis assez ouvert pour parler de ça. Mais là, entre la consommation des serveurs, les métaux rares, etc., c'est pas forcément une recette miracle non plus. Donc, j'ai envie de dire qu'on fait un petit peu comme tout le monde. On essaye de faire notre part du colibri. Sa pierre à l'édifice. Alors, comme toute association, j'imagine que vous recherchez des bénévoles. Oui, bien sûr, on est toujours à la recherche de bénévoles, tant pour le fonctionnement interne de l'association que aussi pour donner un coup de main de façon ponctuelle sur les événements. Vous pourrez notamment nous trouver à la Fête des Possibles ou Il est bio. Merci beaucoup Virginie Thébault d'être venue sur notre plateau. Allons, partons jeter un dernier coup d'œil du côté de Belle-Île où nous attend Evan. Je peux vous dire qu'on a traversé l'île en respectant les limitations de vitesse, mais on vient juste d'arriver sur ce site de production d'eau potable de Belle-Île-en-Mer. Et si Céline, tu as choisi de nous y emmener, c'est parce que à la Maison de la Nature, vous avez aussi un rôle pour informer sur la gestion de ces ressources en eau. Comment vous faites pour justement sensibiliser les gens à économiser l'eau sur l'île ? Alors, une fois qu'on a traité la question de la nature pure, les oiseaux, les fleurs, on ne peut pas faire l'impasse sur les enjeux environnementaux que sont l'eau et la gestion des déchets. Et encore moins sur un territoire insulaire. Sur un territoire insulaire. Et en fait, l'approche principalement utilisée, c'est l'information. On informe les gens, même des Belle-Îlois ou des visiteurs ne savent pas que Belle-Île est complètement autonome par rapport au continent. Par contre, on est complètement dépendant de la pluie. Et les pluies qui nous tombent dessus en hiver sont récupérées dans les vallons. L'eau est stockée dans les barrages qui se trouvent en contrebas. Alors, on ne communique pas trop sur l'accès des barrages parce que, évidemment, ce sont des réserves d'eau sensibles, c'est des sites sensibles. L'eau ensuite est potabilisée, elle est stockée là quelques heures, quelques jours selon la saisonnalité et ensuite c'est redistribué partout. Donc on informe les gens sur notre indépendance, sur notre autonomie mais sur notre dépendance à la pluie. Et comment est-ce que l'usine d'eau potable s'adapte à l'afflux de visiteurs? Parce qu'entre les 5000 habitants à l'année et le nombre de visiteurs en plein été, comment elle s'adapte? Dès sa conception, en fait, les constructeurs de l'usine ont imaginé 2 filières de production. Donc en été, les 2 filières fonctionnent à plein régime et en hiver, il n'y en a qu'une qui fonctionne. Alors il y a aussi un autre sujet, c'est les déchets. Qu'est-ce qu'il advient des déchets de l'île? Alors, les déchets sont gérés par la communauté de communes qui délègue ensuite à un prestataire privé qui est la Coved. Nos ordures ménagères, pour faire simple, sont enfouies sur l'île. On a un centre d'enfouissement à ciel ouvert. Donc c'est tout ce que vous mettez dans les poubelles noires, les sacs noirs, dans les containers. Et ensuite, les autres déchets, tout ce qui est recyclable, le verre, le papier, le plastique, ça repart sur le continent. Tout ce qui est apporté en déchetterie aussi repart sur le continent. On n'a pas parlé d'une chose aussi, c'est qu'à Belle-Île, on a la chance d'avoir une ressourcerie qui permet aux gens de se débarrasser d'objets dont ils ne veulent plus pour pouvoir être distribués, revendus à bas coût, à bas prix aux usagers, enfin aux Belle-Îlois ou aux vacanciers. Et du coup, en fait, on a juste à gérer 2500 tonnes d'ordures ménagères. Et quand je dis juste, c'est déjà énorme. Mais l'enfouissement est la seule solution pour le moment que l'on ait. Et ça veut dire que nous, touristes, vacanciers, bretons qui allons venir, on a vraiment un rôle à jouer en privilégiant en achetant avec le moins d'emballage possible pour que ça évite de se retrouver ici. Quand même. Ouais, exactement. Alors déjà, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas, c'est-à-dire c'est celui qu'on n'achète pas. Et déjà, dans les magasins, Super U et Casino, les deux grands supermarchés que l'on a, et même dans certaines épiceries, on a la possibilité d'acheter en vrac. Voilà. Et puis après, il suffit aussi de choisir les produits que l'on veut, les marques que l'on veut pour imaginer la filière de retraitement du déchet, de l'emballage que l'on va garder dans les mains. En tout cas, si vous avez envie d'en apprendre plus, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook de la Maison de la Nature ou du CPIE de Belle-Île, aussi à l'Office de tourisme pour faire des visites guidées sur les animaux, les oiseaux et tous ces sujets-là. Et nous, on se retrouve demain pour continuer à découvrir cette très belle île en mer. Super blague. À toi, Anne-Fonté. Merci pour la blague, merci Evan. Merci à tous nos invités d'avoir été avec nous. À suivre dans quelques instants votre journal régional. Nous, on se dit à demain. Je vous souhaite une très belle journée sur France 3 Bretagne.